L'évolution du droit du travail. On peut dire qu'il y a deux grandes périodes dans le droit du travail. La première, la plus longue, qui a duré jusqu'au milieu du 19e siècle, elle est essentiellement caractérisée par le fait qu'il n'y avait quasiment aucune législation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 19e siècle, il y avait très peu de gens qui étaient salariés. La plupart des Français étaient paysans, ou avec leur propre terre ou métayers. Les rares salariés qu'il y avait étaient des gens de maison, donc des domestiques, ou encore, effectivement, il y avait quelques ouvriers dans le compagnonnage, notamment, par exemple, des compagnons tailleurs de pierre, des compagnons charpentiers, bouchers, etc. Voilà, c'était les rares salariés qu'il y avait. Donc le monde ouvrier tel qu'on peut l'entendre ensuite n'existait pas. Ce monde ouvrier a commencé à exister à partir, on va dire, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, avec l'essor de l'industrie, où il a fallu effectivement de plus en plus faire appel à des ouvriers. Ces ouvriers étaient livrés à eux-mêmes, totalement isolés, ils n'avaient quasi aucun droit et n'étaient absolument pas protégés. Par conséquent, ils étaient totalement obligés d'accepter les conditions parfois inhumaines qui leur étaient imposées par leurs employeurs. Et justement, ça a commencé à changer. Peu après, ce sont les ouvriers qui ont commencé effectivement à mettre en place certains points de façon à dessiner cette deuxième période où les salariés ont commencé à se regrouper entre eux de façon à pouvoir commencer à faire valoir leurs droits. Donc cette deuxième période, qui est beaucoup plus courte que l'autre, puisqu'elle a moins de 200 ans, on va dire, va effectivement voir se dessiner le droit du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Nous allons maintenant reprendre en détail les différentes dates les plus importantes qui ont effectivement permis de faire évoluer le droit du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout d'abord, 1791, la loi Le Chapelier. Cette loi va supprimer les corporations. Elle est juste après la Révolution française et il est estimé que les corporations prennent trop de pouvoir, deviennent trop importantes, donc on les supprime. On va estimer que c'est la première loi à proprement parler du droit du travail français. 1841, donc 50 ans après, enfin une loi qui va régir le travail des enfants. Cette loi va effectivement déterminer l'âge minimum, le nombre d'heures maximum, etc., etc. Jusqu'à présent, rien ne régissait le travail des enfants, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien embaucher pour un salaire de misère un enfant de 3 ans, par exemple. Donc c'est quand même une avancée fort importante. 1864, le droit de grève est enfin reconnu. Effectivement, la coalition, telle qu'on l'appelait alors, n'est plus un délit. Avant, le droit de grève était un délit, c'est-à-dire que non seulement le salarié qui faisait grève se faisait jeter dehors comme un malpropre, mais en plus, il pouvait aller en prison, puisque c'était un délit. 1884, la loi Waldeck-Rousseau. La loi Waldeck-Rousseau, c'est une loi fort importante parce qu'elle va autoriser les syndicats. Avant, les syndicats étaient strictement interdits. Donc cette loi est une avancée majeure, effectivement, dans le droit du travail. 1892, création de l'inspection du travail. Donc c'est quand même très vieux. Ça a plus de 100 ans, l'inspection du travail, contrairement à ce qu'on pourrait penser. 1892, l'inspection du travail a donc été créée. Et donc, effectivement, cette instance est là pour régir le droit du travail, mais également pour vérifier que les employeurs n'abusent pas de certains de leurs droits et pour les sanctionner le cas échéant. 1900, la loi Millerand qui va mettre en place la semaine de, tenez-vous bien, 70 heures. Ça fait rêver, ou plutôt ça fait peur. 70 heures, 7 jours par semaine, on travaille 10 heures par jour. C'est énorme. C'est le double de ce qu'on travaille aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est le double de ce qu'on travaille aujourd'hui. C'est juste énorme. Donc c'est à se demander combien de temps les gens travaillaient avant. 70 heures, la loi Millerand, effectivement, 1900, ça ne s'oublie pas. 1906, peut-être pour faire plaisir à l'Église, qui a perdu pas mal de ses privilèges suite à la séparation de l'Église et de l'État l'année précédente, on va instaurer le repos hebdomadaire obligatoire. Et on va instaurer essentiellement le dimanche
est instauré comme jour de repos hebdomadaire obligatoire. On va également créer le ministère du Travail cette année-là. 1910, le premier code du travail apparaît. C'est le petit code rouge que vous avez vu, qui était comme ça au départ et qui maintenant est comme ça. Voilà. Il a été créé en 1910. 1919, création des conventions collectives. C'est-à-dire que les branches ont enfin l'autorisation de créer les règles qui correspondent à leur métier, à leurs salariés, à leurs besoins, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. 1936, date très importante. Alors bien évidemment, vous allez me dire les congés payés. Je pense que s'il y a une seule date que vous connaissez, c'est celle-là. Effectivement, institution des congés payés pour tous. Tout travailleur a droit à 2 semaines de congés payés. Ce qui signifie tout simplement qu'avant, il n'avait pas droit aux congés payés. S'il voulait un jour de congé, quel qu'il soit, il fallait qu'ils se privent d'une partie de leur salaire. Les congés n'étaient pas payés avant. Donc effectivement, c'est une avancée extraordinaire dans le cadre du droit du travail. Cette même année-là, il y a également eu la création des délégués du personnel pour les entreprises de plus de 10 salariés. Date très très importante. On verra qu'effectivement 1936, le Front populaire, il y a eu quand même beaucoup de dates, il y a eu quand même beaucoup d'avancées sociales qui ont été faites sur cette date-là. Juste après-guerre, création des comités d'entreprise, mais également de la médecine du travail et du comité d'hygiène et de sécurité. Voilà, je pense qu'après la guerre, tout simplement, les institutions ont voulu mettre en place pas mal de choses pour pouvoir améliorer les conditions de travail des salariés suite à ce qu'ils avaient subi pendant un certain nombre d'années de guerre. 1958, création de l'assurance chômage. Le chômage existait jusqu'alors, mais les salariés au chômage ne percevaient absolument aucun revenu. Donc ils étaient très fortement motivés pour retrouver un emploi, autrement ils finissaient malheureusement à la rue ou autre. Et enfin, cette année-là également, c'est l'année effectivement de la Constitution française telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, les droits sociaux ont été inscrits dans la Constitution lorsqu'elle a été créée. 1981, on fait un bond jusqu'en 1981. Alors, il y a eu plein d'autres lois entre-temps, mais pas vraiment sur le droit du travail. 1981, âge de la retraite porté à 60 ans. C'est-à-dire que, jusqu'alors, l'âge de la retraite était de 65 ans. Les salariés ont gagné 5 ans d'un coup. Je tiens quand même à signaler que ça a pu être estimé à l'époque comme une grosse avancée sociale. Le problème, c'est que les caisses sont vides depuis et on a des soucis effectivement d'équilibre des caisses de retraite depuis cette date-là. Donc c'était une bonne chose pour les salariés. Oui, mais aujourd'hui, avec le recul qu'on en a, c'est peut-être une avancée sociale moins importante qu'elle n'a pu le paraître alors. Également, acquisition de la 5e semaine de congés payés. La 3e et la 4e avaient été acquises pendant les années 60, pendant les années 50 et 60. Donc 5e semaine de congés payés, telle qu'on a aujourd'hui. 1998 et 2000, les lois Aubry 1 et 2 vont porter le temps de travail à 35 heures hebdomadaires. C'est-à-dire que jusqu'alors, le temps de travail était descendu. Ah oui, parce que depuis 1900, vous vous doutez bien qu'on n'était pas resté à 70 heures. Hein. Déjà, rien qu'avec le jour de repos le dimanche, ça avait forcément diminué peu de temps après. On était autour de effectivement une 50aine d'heures hebdomadaires. Après, on est tombé à 39 heures hebdomadaires. Et là, 35 heures hebdomadaires, effectivement, en 1998 et 2000. Alors pour l'avoir vécu personnellement en tant que gestionnaire de paye à l'époque, ça a été un très très gros changement à mettre en place au sein des entreprises. Ça a été la fameuse création des RTT, notamment. 2008, le nouveau Code du travail entre en vigueur. Alors, il va dépoussiérer l'ancien, sans toutefois vraiment en limiter la taille. Il est toujours aussi gros, hein. Mais par contre, il a dépoussiéré l'ancien, il a mis en place plein de nouveautés, toujours généralement dans l'intérêt du salarié, mais parfois aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Hein. Donc voilà, ce nouveau Code du travail est rentré en vigueur en 2008. 2016,
la loi El Khomri, dite loi travail, qui a mis en place certaines dispositions dans le cadre, notamment dans le cadre des conventions collectives, dans le cadre du temps de travail, etc., etc. Les ordonnances Macron, qui arrivent l'année suivante, vont également réformer le code du travail. C'est la suite logique de la loi El Khomri. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y avait des points, il y avait des points, des articles qui auraient dû passer dans la loi El Khomri, mais qui avaient été retoqués lors de la lecture à l'Assemblée. Et ces points sont revenus avec les ordonnances Macron. Par exemple, le temps de travail porté à 60 heures de façon exceptionnelle, si accord de branche il y a, c'était un point qui était prévu dans la loi El Khomri, qui n'est pas passé, et donc qui est passé l'année suivante avec les ordonnances Macron, puisque les ordonnances, ce sont des ordonnances présidentielles, et elles s'appliquent de fait sans avoir besoin de passer par l'Assemblée. Et enfin, la dernière, la loi à venir, très exactement la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui va réformer essentiellement toute la formation professionnelle continue et qui va réformer également d'autres points de formation comme l'apprentissage, etc., etc. Voilà, nous sommes arrivés au terme de toutes ces dates. Nous en sommes arrivés à aujourd'hui. Pour l'instant, pas d'autres lois ou pas d'autres ordonnances à vous parler. On pourrait parler des ordonnances Covid, par exemple, qui ont été effectivement mises en place dans le cadre de la pandémie. Ordonnances, effectivement, qui ont bien été prévues, qui ont été votées, sauf que le décret d'application n'est jamais passé, donc elles n'ont jamais été appliquées, par exemple. Voilà, nous en avons fini pour ce chapitre. Rendez-vous au suivant.